Bienvenue au 31e Salon international du livre de montagne de Passy, qui présente ce soir l'œuvre de Pierre Margara, un sculpteur en pays de Savoie qui parcourt les bois et les alpages, y puise l'inspiration et la matière d'une œuvre toujours élégante et fluide. Il a été l'auteur avec Delphine Chatrian d'un superbe album paru aux éditions Aesop et qui retrace l'ensemble des étapes de son itinéraire tout à fait étonnant qui l'a conduit à décorer de nombreuses villes des Alpes de sculptures aux courbes et aux arabesques qui élèvent son art vers le ciel. Ah, c'est dommage. En tout cas, pour commenter son œuvre, donc on a ce soir la chance de pouvoir compter parmi nous Delphine Chatrian et Jacques Michel, l'auteur de l'album et l'éditeur, pour nous informer sur les différentes étapes de ce parcours exceptionnel. Oui, merci Michel. Merci de nous inviter et puis merci de mettre à l'honneur Pierre Margara. Donc c'est un sculpteur que ici dans la région on connaît sans doute parce que, enfin du moins par ses œuvres, parce que on peut en trouver un petit peu. Elles sont déposées en plein air en plusieurs lieux, à Megève, à Cluses, à Chamonix, voilà, dans toute la vallée. C'est un sculpteur qui est bien installé. Donc Pierre Margara est savoyard, il est né en Savoie, à Brison-Saint-Innocent. Et puis, donc c'est vraiment la Savoie et son territoire de naissance et d'attachement filial. Et puis, il a un autre territoire d'attachement de cœur, cette fois, c'est Megève, où il s'est installé et où il continue de sculpter dans son atelier. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à lui rendre visite. Dans son atelier, il reçoit avec plaisir les gens qui veulent découvrir ses œuvres. Et donc, ce livre présente ses œuvres qui sont installées sur les terres de Savoie et de Haute-Savoie, essentiellement. Et voilà, Pierre Margara a des œuvres un peu partout dans le monde. Il a des collectionneurs privés, des amateurs et amis fidèles qui lui demandent des œuvres. Alors, il sculpte des œuvres monumentales en bronze ou en marbre. Donc, je ne sais pas si... voilà, par exemple... Et alors, il tenait à réaliser cet ouvrage. Donc, c'est Gilles Lansard, le photographe, qui a donc magnifiquement mis en valeur ces belles sculptures élancées de Pierre Margara. Et simplement, alors moi, j'ai prêté mes mots à Pierre Margara de façon à ce qu'il puisse rencontrer au mieux sa sensibilité d'artiste. Qui est d'une finesse vraiment d'exception. Voilà. Et puis peut-être que Jacques Michel veut intervenir au sujet de cette réalisation. Tout ce que tu as dit était absolument parfait. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est vraiment un artiste dans tous les sens, aussi bien sur le plan caractère que sur le plan sculpture. Là, j'essayais de le faire travailler sur une sculpture, mais bon, pour les 200e anniversaire des guides de Chamonix, mais peut-être que ça va se réaliser. J'en saurai plus peut-être à la fin du mois d'août, le temps de mettre en place. Le personnage est intéressant, il faut aller le voir. Si possible, prendre rendez-vous avant, c'est pas plus mal. Bon, j'espère que cet ensemble, il en a aussi à Champs-Rousse qui est en train de se faire.
une sculpture qui risque d'être pas mal non plus. Bon, ouais, après, comme tout, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas cette sculpture? C'est comme la peinture. Voilà, je pense. Ce qui compte, c'est la recherche esthétique et la fluidité des courbes. J'ai lu quelque part qu'il puisait son inspiration dans les bois. Et comment travaille-t-il ce bois? Comment il le choisit? Est-ce qu'il a un atelier où il travaille sur croquis préalable ou est-ce qu'il taille le bois d'une seule pièce? Oui, ben, il réalise des croquis et puis il fait des essais sur le bois et puis voilà, il le travaille ensuite directement. Alors dans cet ouvrage justement, chaque œuvre est photographiée donc sous plusieurs angles et avec certains détails qui sont présentés plus précisément. Et puis à chaque fois, il y a un croquis justement qui préside à l'œuvre, à la réalisation de l'œuvre. Alors je prends cet exemple-là donc c'est un hommage aux Dames Courage. C'est une sculpture qui est installée à Brison-Saint-Innocent, un lieu cher au cœur de Pierre Margara. Et c'est une sculpture qui a été réalisée en hommage aux femmes pendant la guerre, voilà, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, donc il travaille, il a une approche de sculpteur, donc il y a forcément une approche tactile, le bois s'y prête assez facilement. Et puis après, il travaille avec des fondeurs, il choisit, alors il va toujours sur place auprès de, que ce soit ses marbriers ou ses fondeurs, il se déplace toujours et c'est lui qui choisit la teinte précise pour le bronze, c'est lui qui choisit les pièces pour le marbre et qui seront à tailler pour que ces pièces répondent absolument à l'idée que l'artiste avait en tête. Voilà. Et là, par exemple, sur cette œuvre, cette sculpture, donc on voit 3 femmes de dos qui tendent les mains. Et chacune a sa teinte particulière, une posture particulière pour représenter en somme, comme si elle représentait en somme 3 générations, parce que pendant la guerre, les femmes de toute génération finalement étaient bien forcées d'assurer la vie quotidienne. Et puis surtout, elles ont beaucoup participé aussi finalement à soutenir quoi. Et à aider les gens à survivre en fait en période de guerre. Donc c'était un hommage qui leur est rendu. Il est de ces artistes qui sont les témoins de leur temps et qui, à travers leurs œuvres, apportent un hommage respectueux à ceux qui ont fait l'histoire. Voilà. Et puis alors dans sa grande sensibilité, il est aussi très sensible. Alors en tant qu'artiste, il aime beaucoup la musique et donc il a réalisé des œuvres, My Way par exemple, qui est présente à Megève. Donc on a cette œuvre assez représentative de mains effilées et lancées qui sont sur des touches de piano sur lesquelles avance une silhouette. Il est très, très inspiré par son environnement aussi, par la montagne. Et puis par les grands événements, effectivement, qui ont marqué notre temps. Et il expose en permanence à Megève, où ses œuvres sont tout de suite dirigées vers les villes où il lui a été fait commande de ces sculptures monumentales. Alors, non, elles sont dirigées. Ce qui lui reste à Megève et encore, c'est comme cette sculpture dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'elle est travaillée sur bois. Elle fait quand même pas loin de 2 mètres de haut, mais elle est en bois. Et c'est avec cette sculpture en bois. Alors, qu'est-ce qu'il en fait après? Je pense qu'il y a certainement quelqu'un qui passe en disant « je la verrai bien dans mon jardin ». Mais sans ça, c'est pour faire des sculptures qui fera minimum 4 mètres, maximum 6 mètres. Mais là, en marbre de Carrare,
et avec les petits grimpeurs en bronze. Et j'ai eu le malheur de lui dire oui, mais enfin, bon, c'est du laiton. Et là, j'aurais mieux fait de me taire. On imagine l'investissement personnel que doit représenter la mise en place d'une telle œuvre. C'est le problème à l'heure actuelle. Où va-t-on la mettre? Alors peut-être en rond-point, peut-être devant la... Si ça se fait. Si ça se fait, hein, c'est pas... Donc il y a l'emplacement, 4 mètres déjà, plus un socle de présentation de 1 mètre, ça fait quand même 5 mètres de haut, ou 6, 7. Donc c'est... on ne peut pas mettre n'importe où. Je parlais de l'esprit de création que cela suppose. Je veux dire, il faut y penser, il faut anticiper, il faut concevoir, il faut réaliser. C'est une œuvre de longue haleine. Oui, oui, et puis c'est permanent. Il a toujours, c'est toujours en tête, c'est toujours en lui et c'est toujours en tête. Et c'est sa vie. C'est sa vie. Et quand il n'est pas dans son atelier, eh bien, il est auprès des fondeurs ou des marbriers. Quand il peut se déplacer, bien sûr, hein, quand les contraintes sanitaires ne viennent pas s'en mêler. Mais ce sont des œuvres de grande beauté, justement, par leur souplesse, hein, qui est traduite par ces courbes vraiment très fines. Et je pense que cela offre du beau à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'y être confrontées dans leur vie quotidienne. C'est pour ça que le fait qu'elles soient au sein même de la cité leur donne une dimension supplémentaire. Voilà, bah c'est le cas, par exemple, de la sculpture qu'il avait réalisée au moment des Jeux olympiques d'Albertville. C'est la sculpture monumentale qui est visible, en fait, par tout le monde, qui est installée sur la place. Celle-ci. Voilà. Et voilà, donc et alors il a cette sensibilité. Donc là, c'était une sculpture pour les Jeux Olympiques. Donc on est dans une dynamique assez festive, assez avec les valeurs de l'olympisme, bien sûr. Et puis, il peut réaliser des œuvres pour des commémorations ou pour mettre à l'honneur des femmes dont je parlais tout à l'heure. Mais il a réalisé aussi le monument en hommage aux victimes de l'accident, enfin de la tragédie du tunnel du Mont Blanc, par exemple. Ce sont des œuvres qui ont du sens. Et c'est pour cela que c'est un artiste engagé qui met son art au service des autres. Et il y a donc un véritable engagement éthique qui consiste à faire œuvre de générosité et de solidarité envers ceux qui ont été atteints par des événements graves ou qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder à d'autres formes de bonheur que celle de la contemplation de ces œuvres. Voilà. On voit bien à travers les pages de ce superbe album combien cet esprit de création est foisonnant et suppose une recherche de tous les instants. Mais concevoir un tel album représente aussi un tour de force sur le plan éditorial, parce qu'il y a le choix du texte, certes, mais il y a aussi le choix des photos et surtout des couleurs, de façon à rendre l'œuvre d'art dans sa meilleure dimension et en lui permettant de délivrer un message beaucoup plus vrai que si les photos étaient en noir et blanc ou que si elles étaient de moindre qualité. Et puis le cadrage des photos, oui, mais c'est du travail de mise en page, comme je pense nous avons assez bien réussi avec les idées de Delphine et le travail qu'on a. Puisque tu as suivi tout le long le montage et la mise en page. Au début, les dessins n'étaient pas prévus. Et puis, on a trouvé que d'apporter les dessins donnait une autre dimension au livre.
avec des œuvres qui sont en parfaite harmonie avec la nature, qu'il s'agisse des marbres ou qu'il s'agisse des sculptures en bronze. Elles se fondent tout à fait avec le paysage et elles le mettent en relief et elles le subliment. On a l'impression, sur certaines statues, de s'envoler véritablement vers sinon vers le ciel, du moins vers des horizons qui vont au-delà de notre quotidien ordinaire. Et puis toujours cette volonté peut-être de rendre hommage aux autres, à ceux qui n'ont pas eu le destin qu'ils auraient peut-être mérité. Et puis il y a des gens qui ont beaucoup compté pour lui. Il est très sensible à l'amitié. Il noue des relations amicales très, très intenses avec Émile Allais, par exemple. Et donc, il est dans cette. Ouais, Pierre Margaret, c'est un homme qui est très sensible. Alors, à notre époque où où le monde numérique peut-être a tendance à nous donner l'illusion que les relations humaines peuvent se passer de présence, d'échange et de prendre le temps d'être avec les autres. Ça, pour Pierre Margaret, c'est strictement impossible. Enfin, il a un sens des relations humaines très intense et très pointu. On ne peut pas être un artiste si on n'a pas une sensibilité à fleur de peau qui permet de comprendre ce qui nous entoure et de le restituer d'une façon d'autant plus brillante qu'on l'aura profondément intégré dans sa propre personnalité. Il en est de la sculpture comme il en est aussi de la poésie et de toute autre forme d'expression artistique. Et Delphine Chatrian, qui a composé le texte de cet album, dont je dis qu'il est tout à fait remarquable dans sa composition et dans son commentaire, Delphine Chatrian donc, a écrit des recueils de poèmes abondamment illustrés et qui, là encore, traduisent non seulement sa pensée, mais son regard sur le monde, notamment dans ce recueil intitulé Eau de vie, qui nous ramène à ce qu'il peut y avoir de plus agréable à goûter dans la vie. Oui, merci Michel. Oui, donc là, il y a trois recueils de poèmes qui sont illustrés par des photographies aussi. Et ces trois recueils de poèmes, alors d'abord, c'est une question de temporalité, la poésie justement, qui là encore, dans un monde numérique où on nous donne l'illusion que tout peut être réalisable très facilement, sans effort, et tout peut arriver très promptement et dans l'immédiateté. Je trouve que la poésie nous ramène à une temporalité qui est beaucoup plus humaine, parce que il faut le temps, alors que ce soit pour l'écrire, mais aussi pour la lire. Il faut prendre le temps. C'est une écriture. Le genre poétique exige cette temporalité. Voilà, autant pour l'écriture que pour la lecture. Et c'est une temporalité qui est proche finalement de celle qu'on peut trouver dans la nature aussi. Hein, le temps que des éléments naturels s'épanouissent, que des fleurs croissent et s'épanouissent. Voilà. Donc c'est une temporalité qui rapproche de la nature. Alors ces trois recueils de poèmes évoquent cela, ce rapport à la nature par cette temporalité, par le biais des sensations que l'on peut recueillir en se promenant dans des environnements naturels. Alors ici, évidemment, sur la commune de Passy, on est servi et c'est très facile. On n'a pas besoin de prendre sa voiture. Il suffit de sortir et puis de faire quelques pas et on est aussitôt entouré de verdure, à l'écoute d'une cascade ou des chants d'oiseaux. Alors, mais
c'est pas que bucolique, c'est vraiment une temporalité particulière. Voilà. Et dans la poésie de Delphine Chatrian, les mots s'égrènent comme des notes de musique sur un tempo qui est à la fois fébrile et serein selon les thèmes qu'elle développe, qu'il s'agisse de l'eau de vie qui nous agite un peu, du vent qui nous donne du souffle, ou de ces palimpsestes infinis qui nous donnent à réfléchir. Mais la constante dans ces poèmes, c'est le rythme de la phrase qui nous permet de mieux comprendre le monde finalement qui nous entoure, parce que la poésie n'est rien d'autre qu'une explication du monde par l'expression du ressenti de son auteur. Oui, l'explication du monde et de l'interaction entre le monde et nous, entre le monde et soi. Enfin, il y a forcément une part éminemment subjective, hein, parce que voilà, ces trois recueils, en tous les cas, reviennent sur une sorte de récolte de sensations que peuvent décupler des promenades ici dans ce paysage hors norme. Extraordinaire. Alors, il y a une autre forme de jeu avec les mots. Ce sont les méditations pataphysiques, là encore écrites par Delphine Chatrian, avec des illustrations de Karine de Poisier, qui est une habituée du Salon du Livre et qui fait habituellement des enluminures, et qui là a illustré chacune de ces méditations d'un petit dessin vraiment tout à fait original et souvent très, très drôle. C'est un jeu très agréable pour l'auteur et qui est tout à fait épatant pour le lecteur, parce que c'est une véritable régalade, ce jeu constant. Oui, merci Michel. Donc effectivement, c'est un peu passé du coq à l'âne, parce que bon, quand l'écriture poétique, les moments d'écriture poétique n'ont rien à voir avec les moments d'écriture des méditations pataphysiques. Les méditations pataphysiques, elles sortent quand j'ai la tête à la connerie. Et quand voilà, j'entends des expressions courantes ou même je les prononce, et puis il y a un état d'esprit, c'est pas un clic, c'est un déclic, je sais pas, ou une déformation, je sais pas, qui fait que et qui arrive assez souvent, Jacques peut en témoigner, et qui fait que je déforme en fait, et que je détourne ces expressions courantes. Mais bon, alors c'est pas sérieux du tout, mais il y a quand même des questions, des interrogations qui peuvent nous hanter, hein. Enfin, moi, des interrogations existentielles. Par exemple, que fait-on de nos souvenirs encombrants quand les trous de mémoire sont pleins? Ça, c'est une question qui me hante, hein. Et puis d'abord, les trous de mémoire sont-ils pleins ou vides? Enfin, ça, c'est. Je pense que je vais continuer de chercher une réponse, parce que on ne peut pas vivre avec ce genre d'interrogation éternellement. Il y a une méditation qui m'a beaucoup touché, compte tenu de mon âge et de mon statut de retraité un peu déclinant. C'est « Être dur de la feuille protège à coup sûr des ruminants ». Donc c'est plutôt de bon augure. Oui. Oui, c'est de bon augure. Ça peut avoir un côté rassurant. Oui, avoir l'esprit d'escalier musculairement bon. Voilà, bon, c'est aussi se donner voir le côté positif des choses, hein, quand on. Alors, c'est un peu difficile à dire dans un salon du livre, mais il y a aussi le fait de se farcir un navet, un comble pour une tête de l'art. Mais ces méditations m'évoquent tout à fait les dessins et les formules que faisait Michel Saint-Illan
les autres années dans ses albums vraiment toujours très drôles. Et il mettait en aquarelle de telles formules, toutes faites, qui étaient finalement, qui pouvaient être retournées dans un sens et devenir très drôles. Ouais, bah, mais ça pose question. Enfin, ce sont des expressions qu'on peut employer tous les jours, hein. Couper les cheveux en quatre, moi je me pose la question, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire des morceaux une fois qu'on a coupé les cheveux en quatre, quoi. Ou alors quand on prend la mouche, enfin, que font les gens de cette mouche une fois qu'ils l'ont prise? Il y a une méditation qu'on aurait pu servir à Yves Ballu et à Virginie Troussier, qui ont fait des livres d'inspiration un peu existentielle sur la fragilité de la vie des alpinistes, et qui parfois n'avaient pas le temps de vieillir. Cette méditation, c'est rien ne sert de trop vieillir, il faut périr à point. On peut en sourire, on peut s'en affliger, on peut en être très méditatif. Non, je ne voulais pas répondre, mais il y en a pour toute la nuit à réfléchir à tout ça. Les cheveux en quatre, par exemple, c'est vrai que c'est encombrant. C'est un cheveu ou les cheveux? Ouais. D'accord. Ah oui. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose parce que pour moi, Pierre, c'est un artiste avec un grand A et ses œuvres, pour moi, sont plus figuratives qu'abstraites. Et pour moi, ces œuvres, elles sont empreintes de spiritualité, pour moi personnellement. Et c'est ce que, moi, quand je vois une œuvre de Pierre Margara, pour moi, il y a du spirituel. Et c'est très, très, toutes ces œuvres sont très, très fortes. Il y a pas, on ne peut pas dire Margara est un artiste abstrait. Non. Margara est un artiste figuratif et où il émane de ses œuvres une telle spiritualité qu'on ne peut qu'on ne peut qu'admirer ce qu'il a fait. Merci. Non, mais tu as raison, c'est très beau et ça, ce sont des œuvres qui nous amènent à penser, à réfléchir. Ce n'est pas simplement une contemplation béate et inutile. C'est vraiment là où l'art prend tout son sens, c'est que il a une réelle utilité qui nous amène à essayer de voir au-delà de nous-mêmes. Et la plupart de ces œuvres, effectivement, élèvent, puisqu'elles sont généralement de composition verticale, hein, et elles nous élèvent au-dessus de, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-dessus de nos contingences. Et que ces œuvres soient des œuvres monumentales et qu'elles soient implantées au cœur même de la cité, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très, très intéressant et très important parce que ça montre que l'art s'ouvre vers la société. Ça montre que l'art s'ouvre vers la société et qu'elle fait partie et que l'art fait partie intégrante de la vie sociale. L'artiste est un acteur du jeu social et ça c'est très important parce qu'il offre de la beauté aux autres et c'est une forme d'empathie et de solidarité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir l'œuvre des artistes. Ce n'est pas simplement un objet qu'on pose quelque part, mais c'est un objet qui doit amener à se poser des questions et à réfléchir sur, sinon la condition humaine, au moins sur le sens de la vie et de tout ce qui nous entoure. Je voulais juste rebondir donc, sur ces propos au sujet de Margara. Effectivement, on a toujours dans ces sculptures ces formes élancées qui conduisent le regard vers cette élévation. Donc toutes les formes sont dans cette dynamique pour prendre de façon à prendre de la hauteur. Il y a une autre forme d'expression artistique, c'est le cinéma. Et l'année dernière, Delphine Chatrian et Jacques Michel, des éditions Aesop, ont réalisé un remarquable album sur l'œuvre cinématographique de René Vernadet. René Vernadet est un homme comme on en fait peu
c'est un ami très, très cher, un homme de son temps, qui a accompagné à la fois tous les alpinistes que Chamonix pouvait compter et tous les cinéastes de montagne qui étaient intéressés par les films en haute altitude. Il était chef opérateur et alpiniste et il a fait des prises de vue dans des conditions souvent extrêmes. Et il raconte dans cet album ce qu'a été sa vie, ce qu'ont été ses émotions, mais ce que n'ont jamais été ses peurs, parce qu'il dit très franchement qu'il n'a jamais eu peur. Qu'il n'a jamais eu peur en montagne, sauf en moto quand il était chef opérateur sur le Tour de France. C'est une rencontre d'exception, celle avec René Vernadet, parce que c'est un homme qui a maintenant plus de 90 ans et qui est vraiment à la fois très lucide sur ce qu'a été sa vie et qui a une vie extraordinaire d'aventure et à la fois d'engagement et de sagesse. De sagesse, je ne sais pas. Remarquable, oui, indéniablement. Moi, c'est une rencontre, René Vernadet, c'est une rencontre qui a marqué ma vie. Voilà. Qui a marqué ma vie, parce que c'est un homme vraiment extraordinaire et avec une vie formidable. Et donc, effectivement, il a réalisé des premières. Il a accompli des prouesses extraordinaires, parce que quand il fait une première au Janoux, par exemple en 62 avec Lionel Terray, cette première ascension, René Vernadet, il l'a fait avec la caméra sur le dos. Et en 1962, la caméra, elle n'a pas le même poids que la caméra qu'on peut trouver aujourd'hui, qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et donc entre autres, et donc sa vie est jalonnée par un grand nombre d'exploits de ce genre, autant dans le milieu de la montagne, dans les ascensions, que dans le cinéma, et que pour la télévision. On lui doit de grandes premières aussi à la télévision. C'est la première retransmission en direct depuis le Mont Blanc. On la doit à René Vernadet. Et le tout avec une modestie extraterrestre, j'ai envie de dire. Enfin, c'était tout ce qu'il a pu accomplir, c'était tellement pour lui, il l'a tellement accompli naturellement, pour accompagner des amis. Voilà. Et puis, alors, tu parlais de sagesse, Michel. Pardon ? Ah oui, pour le bouddhisme, parce que bon, sa sagesse, oui, ça dépend de la façon dont on définit la sagesse. Je ne sais pas si ça relève de la sagesse que d'escalader la Tour Eiffel sans assurance, sans corde, à main nue, quoi. Je sais pas, et de faire le premier rappel depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel, je ne sais pas si ça relève de la sagesse. Ça relève de la grâce, mais on peut être aussi plein de sagesse dans les caves de Saint-Germain-des-Prés quand il écrivait des chansons pour Gilbert Bécaud et Charles Aznavour. À Montmartre. À Montmartre, mais c'est un homme qui a eu une vie extrêmement riche parce qu'il a eu aussi des pôles d'intérêt très diversifiés. Et il a eu la possibilité de voyager à travers le monde, à la fois pour être le chef opérateur d'un certain nombre de cinéastes et aussi par goût de voyager et par un élan qui le portait vers le Népal et vers le Tibet, et vers le bouddhisme. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que dans son œuvre cinématographique, elle est remarquable parce qu'elle se déroulait en altitude, en haute altitude. Il filmait les alpinistes, mais pour les filmer, il était obligé de faire aussi bien, si ce n'est mieux qu'eux. Et je me souviens d'un film qui nous avait projeté, qui montrait les exploits de Jean-Claude Marmier, qui était le patron du groupe de militaires de haute montagne.
et qui escaladait une paroi en hiver dans des conditions extrêmes. Et il était là un peu plus haut pour effectivement capter ses impressions. Et tout ça avec le sourire. Donc, Ouais, c'est ça, c'est tout ça avec le sourire. Voilà. Ce que je trouve dommage dans l'histoire, c'est qu'en voyant ces films où on a fait un petit encart en marquant les titres des films, il n'est pas tellement connu. Alors que le problème, c'est qu'il arrive sur la présentation du film en dernier, en photographe, cinéaste, René Vernadet, et c'est tout. Alors que sans lui, c'était très difficile de faire le film. Ça fait partie de ces, comme Georges Terraz, si on veut, c'est que ces personnes qui ont fait le film, et puis fait le film pas n'importe comment, quand on le voit, les essais de films, ou par exemple quand on dit que comment s'appelle le film avec Louis de Funès, Sur un arbre sur un arbre perché, personne ne savait, personne ne sait, tout le monde a vu le film, mais personne ne sait que c'est René Vernadet qui a filmé tout le temps, du début jusqu'à la fin. Je trouve ça un peu dommage. C'est lui qui a... Bon, voilà. Alors, il n'a pas besoin d'être connu parce que lui, il sait ce qu'il a fait, il s'est fait plaisir et il est reconnu par ses pairs. Donc, c'est déjà une belle réussite dans la vie que d'être reconnu par les siens. Et puis, je pense que il s'est fait plaisir et c'est déjà beaucoup dans une vie de se faire plaisir. Oui, parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il l'a fait par passion, par amitié. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais quand je parle, même dans le cas de Chamonix, je parle de René Vernadet. Ah oui, c'est qui? Bon, voilà. Achetez le livre, puis comme ça vous saurez. Pour vivre tranquille, vivons cachés. Donc, c'est peut-être une bonne formule. Et avait-il vraiment envie d'être en tête de série ou en tête de gondole Non, il est très, très humble. Parce que je lui posais la question, quand on a fait le livre des médailles des guides, je disais, mais René devrait... Bon, il n'est pas guide de Chamonix, donc il faut oublier. Mais je lui pose la question en regardant tout le massif. Et je lui dis à René, toutes ces montagnes, oh, ben, je les ai toutes faites. Ah ouais. Bon, d'accord. Il a tout grimpé, même la nonne et le capucin. Mais il s'est fait plaisir comme Delphine Chatrian s'est fait plaisir, j'imagine, en écrivant son premier roman, Lunaire, qui est paru aux éditions Les Passionnés de bouquins, qui ont un stand ici sur ce salon et qui est une jeune maison d'édition tout à fait remarquable et dynamique. Et ce livre lui a fait plaisir, je pense, et a fait plaisir à de nombreux lecteurs. Ben voilà, nous accueillons là l'éditeur des passionnés du bouquin, Guillaume de Hufredi, qui peut vraiment venir parmi nous pour participer à cette présentation du livre de Delphine Chatrian, Lunaire, dont l'action se passe au plateau d'Assy, pas loin de chez nous. Et c'est donc un plaisir démultiplié que de lire une histoire qui se déroule près de chez nous. C'était vraiment une étape importante dans ta vie d'écrire ce roman et de le voir publié par une si belle maison d'édition. Ah bah évidemment. Non mais oui, moi je suis enchantée. C'était effectivement d'excellents moments d'écriture. Donc ça a duré pendant quelques mois, avec une régularité. Oui, avec une discipline de fer, n'est-ce pas? Il ne fallait pas que ça dure plus longtemps. Et je ne me souviens plus de ta question, Michel. Non, je dis que c'est toujours un plaisir que d'écrire. Enfin, c'est une souffrance souvent d'écrire, mais c'est souvent une joie d'être publié, non? Alors, pour moi, pas de souffrance dans l'écriture. Ça, c'est
c'est toujours un plaisir. Et puis alors, c'est une joie et une immense récompense que d'être publié et d'avoir pu rencontrer Guillaume de Hufredi et qui m'accorde de sa confiance. Ça, c'était un grand, grand bonheur dans ma vie. Merci Delphine. Le bonheur partagé. On était très contents d'avoir ton livre au catalogue de la maison d'édition. On s'était rencontrés quelques temps avant d'ailleurs pour un autre sujet, pas forcément en lien avec le livre, mais ensuite ce projet littéraire est né et on en est très contents, à tel point qu'en octobre-novembre on sortira même ton nouveau roman. Donc c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée. Et d'inspiration policière aussi, avec une intrigue. Alors le prochain, il flirte un peu plus avec l'espionnage, sans entrer radicalement dans l'espionnage, mais il flirte avec, comme là, je n'étais pas radicalement entrée dans le polar non plus. Enfin, c'est pas un policier qui enquête, hein. Donc je flirte avec l'espionnage et l'intrigue se déroule au bord du lac Léman. Et j'y aborde des questions de l'humanitaire. Alors tu diras à tes personnages de espionner les autres salons du livre pour essayer de piocher quelques recettes, à la fois pour commander le beau temps et à la fois pour effectivement faire venir de nombreux visiteurs. Tu exagères, Michel, parce que regarde, déjà on a fait venir le soleil. Déjà. Oui, mais ça, le soleil, c'est grâce à Ramu, qui a toujours dit que le soleil reviendrait. Mais Guillaume de Hufredi, au passionné de bouquins, a un catalogue de bons auteurs, puisque nous avons reçu avant-hier Franck Picard, qui est champion olympique et qui est maintenant auteur de chroniques qui sont tout à fait remarquables et là encore écrites dans un style très, très fluide et avec une réelle musicalité. Et ce qui est donc intéressant, c'est de noter que cette musique se décline à la fois dans les poèmes, mais aussi dans les récits, dans les romans, et aussi dans les sculptures de Margaret. Toutes ces courbes évoquent aussi des arpèges qui coulent de source, comme dans un poème de Delphine Chatrian. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que ce roman lunaire, qui est un roman policier, se déroule au plateau d'Assy, et cela nous permet de visiter toute la station, sculpture après sculpture, tableaux de l'église, œuvres de l'église les unes après les autres, et tout ça dans le cadre d'une intrigue qui met en scène le maire de la commune et ses adjoints, et un élu, pas le maire, un élu. Et l'ironie du sort fait que le succès de ce livre ayant été vraiment important, les élections suivantes ont porté Delphine à la mairie de sa commune. Donc vraiment, les lecteurs ont été donc non seulement passionnés, mais conquis par, par le livre, ses personnages et surtout par son auteur. C'est un roman, mais c'est un vrai programme politique. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, vraiment, c'est un drôle de hasard parce que c'est un roman que j'avais écrit bien longtemps, enfin quelques années avant. Et il s'avère que sa sortie est tombée en même temps que les élections. Alors ça, c'était pas prévisible du tout, puisque c'est un moment où, je vous rappelle, les calendriers étaient un peu secoués par le confinement, par les confinements. Et les élections municipales ont été repoussées. La sortie du roman a été repoussée. Et ce qui fait qu'il y a cette coïncidence calendaire qui fait que dans le roman, j'aborde quand même la question de la culture à Passy, puisqu'il est question de l'histoire. L'intrigue nous invite à remonter dans l'histoire des sanatoriums et de toute la vie culturelle qui s'est déployée sur le territoire de Passy à partir de cette vie sanatoriale. Et donc, il est question de culture à Passy, voilà. Et il s'avère que que désormais, je suis adjointe à la culture à Passy, voilà. Hasard. Mais je dois dire qu'après à la lecture de ce livre, très peu de personnes ont pris peur et sont allées s'inscrire sur les listes électorales d'une autre commune. Mais
Ce qui est frappant, c'est que tu décris fort bien les œuvres de l'Église du Plateau, et ces œuvres de l'Église avaient été offertes par les artistes de cette époque à l'intention des personnes malades, pour leur offrir du beau et pour leur témoigner d'une marque de respect. Et cela permet de rebondir sur l'œuvre de Pierre Margara dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a, là encore, chez cet artiste, comme chez d'autres artistes, cette volonté de témoigner de leur temps, mais de témoigner aussi du respect à autrui. Et de proposer aussi des œuvres qui soient en harmonie et en symbiose avec ce que vivent les personnes vers lesquelles ces œuvres sont destinées. Et je pense que c'était une bonne façon de boucler cette rencontre qui nous a apporté beaucoup d'informations sur des artistes et sur une vie culturelle proche de chez nous et qu'il était bien de mettre en valeur parce qu'elle le mérite et parce qu'elle nous porte vers l'avenir, en tout cas je l'espère, vers le prochain salon du livre qui se déroulera sans nul doute vers le beau temps et vers d'autres beaux textes qui nous satisferont et qui nous élèveront aussi haut qu'une sculpture de Margara. Oui, je vais dire quelque chose. Oui, on peut applaudir. Hein. On peut applaudir Michel. Non, mais je profite de ce moment pour te remercier infiniment et chaleureusement, Michel, parce que non, mais ça te fait rire, mais je suis sérieuse. Pour tout ce que tu fais et puis remercier Joël Chapaz aussi pour tout ce que vous faites tous les deux pour ce salon du livre et pour qu'il continue malgré malgré tous ces obstacles qui se sont dressés les uns après les autres sur votre route. Donc merci vraiment à tous les deux. Pour le salon du livre, mais aussi pour Passy. Évidemment, pour le salon international du livre de montagne de Passy, évidemment. Voilà, merci. Tu veux ajouter un mot, Charles ? Merci et à l'année prochaine, puisque c'était la dernière intervention.